Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans ce webinaire qui est un peu une première pour le Centre Robert Laplane. Donc moi, je suis Audrey Constant, je suis psychologue, neuropsychologue de formation. Je travaille au Centre Robert Laplane depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant, à mi-temps. J'exerce également en tant que clinicienne au sein d'une structure médico-sociale qui accueille des enfants sourds avec troubles associés et des enfants troubles complexes de langage. Voilà. Bonjour, moi je suis Véronique Loral, je suis orthophoniste au Centre de ressources Robert Laplane. J'ai une longue expérience du travail auprès d'enfants sourds avec troubles associés et d'enfants avec troubles complexes du langage. Donc je travaille maintenant au centre de ressources depuis 2010 à peu près. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens auprès des familles, auprès des personnes en situation de handicap rare et des équipes. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Lotus Emam, je travaille au centre de ressources Robert Laplane en tant que chargée de mission ingénierie des connaissances. Et pour ce webinaire, je serai co-animatrice afin donc d'organiser et de relier certaines questions, puisque le but sera de répondre un maximum à toutes vos questions s'il y en a beaucoup. Mais comme il risque d'y en avoir pas mal, donc ce sera pour organiser ça, pour que mes collègues puissent y répondre le plus facilement possible. Et si il n'y a pas assez de temps pour répondre à toutes ces questions, eh bien, on pourra y répondre plus tard. Donc, je laisse mes collègues vous présenter tout ça. Il nous a paru assez important quand même de vous redécrire un petit peu l'émission du Centre Robert Laplane avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de parler donc de la thématique qui nous amène aujourd'hui dans ce webinaire, à savoir les troubles complexes de langage. Donc on va essayer rapidement de vous rappeler un petit peu ce qu'est ce dispositif intégré. On va faire un rapide survol de nos missions. Donc le centre de ressources Robert Laplane existe donc aujourd'hui depuis 1999. Il appartient à ce qu'on appelle le réseau intégré. Il existe 3 autres centres nationaux, comme vous voyez sur le PowerPoint, la Pépinière à Lille, Phare qui nous accueille et qui nous aide justement techniquement dans ce webinaire, et donc le CRESAM à Poitiers. Le Centre Robert Laplane a pour mission principale d'accompagner donc les personnes en situation de handicap et leur entourage dans leur parcours de vie et d'essayer d'améliorer en tout cas ce parcours de vie, que ce soit chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Donc on intervient auprès des professionnels, auprès des familles et auprès des personnes. Donc depuis 2014, se sont déployées sur le territoire donc des équipes relais qui permettent une proximité en tout cas des réponses et également une porte d'entrée dans le dispositif intégré un petit peu plus régional. Donc en fait tous les professionnels qui interviennent dans ce dispositif intégré permettent en fait à n'importe quel usager d'avoir accès au dispositif dans sa globalité. Voilà. La population dont on s'occupe au centre Robert Laplane, donc ce sont les enfants sourds avec troubles associés, des enfants qui présentent des troubles complexes de langage, que globalement nous appelons, y compris dans les autres centres nationaux, donc des situations de handicap rares. Donc cette rareté peut s'expliquer à une certaine définition. Je vais laisser ma collègue Véronique revenir sur le principe de rareté. Alors, ce principe de rareté, donc cette population que nous accompagnons, elle est étiquetée sous l'appellation handicap rare. Donc, que veulent dire ces mots? Ces mots, c'est donc la rareté du public, c'est-à-dire le peu de nombre de cas en France. Effectivement, on parle d'un cas sur 10 000. La rareté des combinaisons de déficiences, donc il peut s'agir par exemple d'une personne sourde avec des troubles associés. Donc les troubles associés peuvent être des troubles moteurs, troubles praxiques, ça peut être des troubles du langage avec des troubles associés également. Voilà, donc en fait il y a toute une diversité, c'est vraiment cette combinaison de déficiences qui crée une situation de handicap rare. Et l'autre type de rareté est la rareté des réponses
la rareté des technicités, la complexité des technicités et parfois justement des personnes qui peuvent se retrouver en situation de handicap rare parce qu'il n'y a pas les réponses adaptées à leurs difficultés. Donc le handicap rare, voilà là, en gros, très rapidement, la définition de ce terme, de cette appellation. Donc aujourd'hui, on va vous proposer donc d'introduire ce que nous appelons au Centre Robert Laplane la notion de démarche diagnostique fonctionnelle. Donc pour ce faire, on s'est dit qu'on allait revenir quand même, et ça nous paraissait important, de revenir dans un premier temps sur la notion de développement du langage chez les personnes neurotypiques. C'est-à-dire que pour comprendre les dysfonctionnements du langage, il est important de revenir quand même sur les bases du développement du langage dit normal. Ensuite, on va vous proposer donc une description un petit peu plus précise de cette démarche de questionnement que nous proposons face à ces situations complexes quand le développement du langage ne se fait pas. Et pour terminer, on va illustrer nos propos par l'histoire de Sacha. Donc là, on va vous montrer des vidéos et puis il y aura un petit moment où on vous laissera commenter un petit peu ces vidéos-là. Donc vous aurez un petit espace pour pouvoir écrire et commenter. Et voilà. Et donc on terminera ce webinaire par un temps de réponse à vos questions. Lotus nous rejoindra pour nous transmettre les questions que vous avez posées tout au long de ce webinaire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Véronique qui va vous faire un rapide survol en fait du développement du langage classique. Voilà. Non. Donc vraiment je tiens à m'excuser parce qu'on est on est dans le cadre d'un webinaire, on n'est vraiment pas en train de faire un cours sur le développement du langage, donc on mettra le focus sur un aspect par rapport au langage, mais bien entendu ça ne va pas se résumer à ce qu'on dit là aujourd'hui, donc ce sera vraiment un rappel très très large de quelques généralités, donc voilà, que ce soit clair qu'on n'est pas en train de faire un cours. Donc, déjà dans un premier temps, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est de se dire qu'on va s'interroger, on va s'accorder sur la manière dont émerge la communication et ce qui pourrait perturber cette émergence. Donc, tout d'abord, effectivement, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est la communication? C'est quoi communiquer? Communiquer, si on faisait un petit sondage, là, on aurait énormément de réponses, hein, bien sûr, parce que communiquer, c'est quoi? C'est pouvoir échanger avec les autres, c'est pouvoir discuter, c'est pouvoir blaguer, donner son avis, partager des idées, partager des sentiments, se manifester, enfin voilà, on pourrait énumérer comme ça... une oreillette, pardon. On pourrait énumérer comme ça, il y a effectivement communiquer, c'est quelque chose de tellement vaste, tellement large. Donc c'est vraiment transmettre, recevoir, comprendre l'autre dans ses intentions et se faire comprendre. Donc il y a vraiment tous ces concepts derrière. Donc, comment ça marche? Donc là, pareil, hein, on peut tout à fait se dire que bien avant, attendez, je me trompe de bouton, voilà. Bien avant la naissance, pardon, bien avant de savoir parler, excusez-moi, bien avant de savoir parler, l'enfant entre dans une communication préverbale avec les autres, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette communication préverbale? C'est-à-dire que l'enfant est vraiment, commence à développer une appétence à communiquer alors qu'il n'est pas encore dans la possibilité de parler. Donc cette communication préverbale, qu'est-ce que c'est? Elle repose sur la prédisposition à regarder le visage humain déjà, ce contact œil-œil du bébé vers sa mère, son père, la réaction à la voix, la réaction à l'odeur de sa mère, à l'odeur de la personne qui s'occupe de lui, ses échanges de sourires, ses dialogues vocaux, l'ajustement postural du bébé quand il est dans les bras, hein, donc tous ces éléments participent, donc sont déjà de la communication, préverbale. Et puis voilà, toutes ces caresses qui calment l'enfant. Donc là, on est déjà dans cette relation à l'autre. Donc
Voilà, donc c'est au sein de cette relation que va se mettre en place avec son entourage, la communication va pouvoir émerger et permettre de construire le langage dans sa dimension de cognition sociale. Donc, tous ces prérequis, enfin, toute cette communication préverbale qu'on a un peu évoquée, il y a une liste bien entendu non exhaustive, hein, elle va permettre de mettre en place des compétences qui vont servir également la mise en place du langage. Donc, quelles sont ces compétences? Ces compétences qui vont permettre d'être dans la capacité d'être dans l'échange. Ces compétences sont l'attention conjointe, cette capacité à orienter son attention, celle d'autrui sur un objet commun. Ah, je suis désolée, je me trompe de bouton. Voilà. Donc, ces compétences sont également l'imitation, le jeu, les capacités de symbolisation, la compréhension, l'appétence à communiquer. Donc, tout ce qu'on a pu voir avant vont servir tous ces prérequis qui sont des prérequis au langage. Donc, comment ça marche? Ces compétences, sur quoi vont-elles s'appuyer pour se mettre en place? Donc, ces compétences, alors là, c'est pareil, c'est vraiment très succinct. Vraiment, c'est des généralités, donc ne soyez absolument pas choqués. Hein, donc, en gros, il va y avoir cet environnement avec des stimulations, des sensations, et donc cet environnement, on va parler là maintenant de trois blocs qui sont indispensables pour construire cette communication. Donc un grand bloc qui serait le système sensoriel, système sensitif, un grand bloc système moteur et bien entendu un grand bloc système cognitif. Donc, si on commence à discuter un petit peu de ce système sensoriel, système sensitif, qui sont donc des afférences qui vont permettre d'apporter sur le plan, qui vont apporter des informations que le cerveau ensuite va traiter, va reconnaître, va analyser, va mutualiser, va associer. Donc, mais ces entrées, donc ces systèmes sensoriels, par exemple, on va entrer un petit peu dedans maintenant, et du coup, sur quoi s'appuie-t-on? Donc, on va d'emblée, pour communiquer, on va dire, on pense à l'ouïe, bien entendu. L'ouïe pour capter les stimuli de l'environnement et de l'entourage, pour réagir, pour écouter, pour sélectionner les sons, pour discriminer les sons. Donc, toute cette entrée, bien sûr. On va penser également, quand on parle communication, on a vu tout à l'heure tous ces prérequis, donc on va penser à la vue pour le contact visuel, l'attention à l'autre, on verra encore après d'autres choses. On va penser au sensitif, bien entendu, donc tout ce qui passerait par le toucher, la peau qui constitue vraiment notre premier contact avec l'extérieur. Hein. Donc, et puis, il faut également qu'on pense à la proprioception qui est le sens qui nous permet de situer notre corps dans l'espace et de contrôler nos membres sans les regarder directement. Donc, et ce sens, il intervient dans beaucoup de choses, donc dans le tonus, la localisation spatiale sensorielle, la perception multisensorielle. Donc, c'est ainsi un sens qui va nous permettre aussi de localiser des informations visuelles, auditives. Donc, il est central, ce sens également. Donc, quand on parle également de ces afférences qui arrivent et qui sont traitées au niveau du cerveau, donc par des mécanismes de plus en plus complexes, bien entendu, et puis
qui vont transmettre des informations au système moteur, des ordres au système moteur pour agir. Donc, dans la motricité, si on est au niveau de la motricité, qu'elle soit verbale ou signée, hein, puisque on pense également au mouvement, aux signes, aux gestes, enfin tous ces aspects pour communiquer, il faut donc que cette motricité soit fonctionnelle. Donc très souvent, effectivement, on pense à la bouche, à la langue, le souffle, on pense à tous ces aspects qui permettent de produire les gestes de la parole, et notamment les gestes fins de la parole. Mais la motricité, elle est présente dans beaucoup d'autres fonctions qui vont intervenir et servir la communication et le langage. Donc cette motricité, elle intervient dans le tonus. Donc, dans le tonus, si on repense à tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure sur l'enfant, sur son ajustement postural dans les bras de sa mère, de son père, c'est le soutien de l'éveil, c'est le soutien de la vigilance, de la motivation, de l'intention. Donc, il permet à l'enfant de se redresser, il permet à l'enfant de diriger son attention vers l'autre, vers la source d'attention. Le tonus, il va permettre de pointer, d'utiliser des gestes à visée communicative. Donc, il y a vraiment toutes ces notions qui sont derrière ce système moteur. Donc tout ce qui va être ensuite la motricité fine, donc pour réaliser des gestes fins tels que la mimique, les expressions du visage, les mouvements des mains et des doigts. Donc tout ce système moteur, il a cette composante-là. Et puis, quand on parle de système moteur, pour communiquer, il y a également le système moteur oculaire. Donc, vraiment la motricité oculaire, à laquelle il faut songer également, puisqu'on a bien dit, la motricité oculaire, dans les premiers moments avant même d'être quand on est dans une communication préverbale, il y a cet accrochage du regard. Donc cette motricité oculaire, elle va permettre à l'enfant de regarder, bien sûr, de voir le visage de l'autre, d'échanger l'attention à l'autre, de découvrir ces fameuses expressions. On a parlé de la réalisation de ces expressions, mais il y a également, pour pouvoir produire des expressions, des mimiques, il faut les voir faire également. Donc, cette motricité oculaire, elle est extrêmement importante dans le développement du langage. Donc, voilà. Donc, on a donc dans cette motricité la motricité oculomanuelle qui permet le pointage, les gestes à visée communicative. Donc, tous ces blocs vont permettre donc au système cérébral, au fonctionnement cérébral de recevoir les informations, de les traiter, les organiser, les transmettre, programmer. Donc, toutes ces opérations mentales qui ensuite vont servir donc le langage, la mémoire, le raisonnement, la perception, les fonctions exécutives. Voilà, qui vont permettre de traiter toutes ces informations qui viennent de l'environnement. Donc, à partir de là, le langage, il naît, donc on voit bien, dans un environnement complexe qui est rempli de sensations, et ensuite toutes ces sensations sont mises au service de l'interaction et du développement du langage. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que à partir de là, donc tout émerge, et donc au final, évoquer la communication et le langage, c'est donc parler de l'intrication des instruments, donc vision, audition, motricité, enfin, dans la mise en place et le développement des compétences relationnelles et l'appétence à établir ou à maintenir un contact avec son interlocuteur. Donc, lorsque ça dysfonctionne, il faudra, on va en parler ensuite, il va falloir penser à toute atteinte qui associe un trouble sensoriel, moteur et cognitif. Il va vraiment falloir penser à ça et se dire que ça peut retentir sur le développement langagier de l'enfant.
Voilà. Donc, ce que je voulais rajouter, c'est que euh, quand on est très souvent interpellé pour nous dire euh, voilà, on se pose des questions sur cet enfant qui ne communique pas. Moi, j'insiste, enfin, nous insistons tous sur le fait que un enfant qui ne communique pas, ça n'existe pas. Enfin, il va communiquer. Il communiquera peut-être par des troubles du comportement, effectivement aussi, parce que c'est très souvent pour ça qu'on est interpellé, c'est-à-dire des comportements défis. Donc, mais ça, c'est du langage. Être dans des troubles du comportement, c'est du langage. Donc, enfin, c'est du langage. On nous interpelle, on nous dit quelque chose. Donc, en fait, vraiment, l'idée essentielle là, enfin, qui est à passer, c'est de pouvoir interroger. Il y a le problème de comportement, peut-être. Mais c'est de pouvoir interroger tout ce qui est en amont et qui peut-être n'a pas permis de mettre en place tous ces éléments qui vont servir la construction du langage. Voilà, donc je vais repasser la parole à ma collègue. Voilà, c'est bon. Donc, comme vient de le dire Véronique, donc chaque individu a normalement une trajectoire de développement de ses capacités linguistiques avec de grandes différences intra- et interindividuelles, mais il y a une évolution attendue et quantifiable du développement du langage. Donc, nous, au Centre Robert Laplane, on est interpellés justement quand ce langage se développe pas, et donc on va aller chercher juste quelles sont les compétences préservées, quelles sont celles qui sont entravées chez les jeunes et moins jeunes que nous accueillons, pour essayer de comprendre justement cette trajectoire développementale. Souvent, la porte d'entrée, pour les professionnels et les familles, c'est est-ce qu'il a un trouble du langage? Et nous, on ne va pas zoomer en premier sur le langage, justement. Pardon, j'oublie de faire passer les slides. Donc, on essaye, pour les repérer, de proposer aux familles, justement, ce que nous appelons au Centre Robert Laplane, donc la démarche diagnostic fonctionnelle. Hop, alors cette démarche-là, on va la proposer face à ces situations complexes à 3 niveaux. Le diagnostic des compétences et des difficultés de la personne en situation de handicap, un diagnostic aussi des moyens environnementaux à sa disposition, et une récolte des attentes de la personne et de la famille concernant le parcours de vie, donc dans la temporalité et dans les projets d'orientation. C'est un peu le nerf de la guerre aussi, surtout en enfance. Donc, on débute notre investigation et notre accompagnement des situations toujours par le premier niveau. C'est-à-dire qu'on zoome sur les compétences préservées des jeunes pour essayer de comprendre quelles sont les clés qui vont nous permettre de développer, qui vont permettre à l'enfant de développer ses compétences de communication. Donc, c'est pas une démarche systématique. Hein. On récolte des informations très qualitatives dans un premier temps, quantitatives quand il y en a, mais on ne va pas se centrer sur le langage à proprement dit en première intention. Donc, cette récolte n'est pas automatisée. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de méthodologique avec une grille. Alors souvent les gens nous disent, mais donnez-nous une grille qui nous permet de nous poser les questions dans l'ordre. On essaye de faire en sorte que cette démarche soit plutôt construite par les équipes et les professionnels et les parents, plutôt que de donner un outil en lui-même comme ça, préétabli. Le but du jeu, en tout cas, c'est d'animer la réflexion de toutes les personnes qui ont un regard sur l'enfant pour récolter un maximum d'informations concernant le fonctionnement de l'enfant dans différents lieux, dans différentes conditions, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, en récréation, en vacances, chez les grands-parents, chez les copains. Voilà, c'est de récolter le maximum d'informations sur le comportement de l'enfant.
Donc cette ossature, cette colonne vertébrale, comme je viens de le dire, donc elle est adaptable à chaque situation. Elle n'est pas systématique, hormis peut-être quelques examens médicaux, on va y revenir. Et elle se base sur l'établissement de nombreuses hypothèses. Donc en fait, il faut, je répète souvent aux professionnels et aux parents, c'est de bien dissocier ce que j'observe et ensuite interpréter. Souvent, il y a un raccourci qui est fait entre observation et interprétation qui amène justement à peut-être passer à côté de certaines informations qui, au final, vont vraiment nous aider à mieux comprendre. Donc, notre démarche, elle s'ancre bien évidemment dans les connaissances neuroscientifiques développementales actuelles. Cette ossature, elle est basée sur des modèles théoriques qui sont déjà existants. Donc là, je vous propose aujourd'hui d'y revenir rapidement pour voir un petit peu, en tout cas, l'organisation de cette arborescence de questions et cette démarche hypothético-déductive qui nous permet justement de se rapprocher au plus près du fonctionnement réel des jeunes. Donc, cette démarche-là, j'ai tendance à les regrouper sur 3 grands blocs, en fait, qui sont des blocs de compétences interconnectés. Alors, c'est en cercle, parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchisation dans ces compétences. Donc, vous avez la captation d'informations, l'intégration des informations et la mise en action, et le contrôle de l'action et de la prise de décision. Donc, concernant la captation de l'information, dont Véronique vous en a quand même pas mal parlé dans le développement langagier classique de l'enfant, elle est primordiale, en fait, cette captation d'information. Et c'est à ce niveau-là que là, peut-être, il pourrait y avoir quand même une certaine systématisation des examens pour ne pas justement mésinterpréter des comportements. Donc dans cette partie-là, on va poser beaucoup de questions sur les capacités de veille, le sommeil de l'enfant, son cycle, son alimentation, sa croissance, mais évidemment tout ce qui est sensorialité, comme l'a dit Véronique, l'audition, la vision, le sens vestibulaire, l'olfaction aussi, parce que dans certains syndromes, notamment dans des syndromes dans la surdité, l'olfaction peut être touchée. Alors c'est sûr, on a un biais de recrutement au centre Robert Laplane, on nous appelle pour des situations très complexes, mais il est malheureusement pas rare de rencontrer des situations où le diagnostic des compétences de l'enfant ne soit pas fait à ce niveau-là. Ça vous paraîtra peut-être complètement évident que d'avoir accès à une correction auditive ou à des lunettes, tout simplement, à l'âge de 7 ans, va avoir un impact hyper important sur le développement de l'enfant. Mais malheureusement, on rencontre souvent des situations où on zoome sur le langage et on ne se pose pas les questions justement au niveau instrumental, mais pour développer son langage, est-ce qu'il avait tous les outils ? Et oui, ce n'est pas rare malheureusement que ce ne soit pas fait à ce niveau-là. Donc ça dépend aussi, comme on y reviendra, de l'accès aux soins évidemment et des réponses territoriales. C'est pas toujours parce qu'on n'y a pas pensé, mais c'est aussi parce que ça prend du temps. Je pense que vous savez bien que c'est long d'avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo, chez l'ORL, chez certains spécialistes. Ça dépend des départements français, ça dépend de la couverture médicale aussi dans la région dans laquelle on vit. Mais même si ces informations ne sont récoltées qu'a posteriori ou en parallèle, même si l'enfant est déjà grand, on va de toute façon demander ces informations-là, qu'elles soient dans le ici et le maintenant, et aussi les informations sur le passé. À quel âge il a eu ses lunettes, à quel âge il a eu accès aux soins orthophoniques, à quel âge il a eu accès aux soins psychomoteurs. Donc l'histoire, l'anamnèse est primordiale, et notamment dans ce premier bloc. Donc ensuite, on va essayer de récolter le maximum d'informations sur la deuxième partie, c'est-à-dire comment justement l'enfant va utiliser son action, sa mise en œuvre, en fait, son intégration des informations. Comment est-ce qu'il va entendre et voir à la fois, entendre et ressentir un goût, enfin, ce qu'on appelle l'intégration plurisensorielle qui va être importante. Chez beaucoup d'enfants que nous rencontrons, cette intégration sensorielle ne s'est pas bien faite, pas toujours aux bons âges, parce qu'on va avoir une entrave sur un des sens, ce qui n'a pas permis à l'enfant de recevoir tout de manière simultanée et dans une trajectoire développementale un peu classique. Et donc c'est important d'avoir ces informations-là
jalonnés dans le temps et qui permettent de réfléchir et d'adapter la prise en charge dans l'instant T. Ce n'est pas la même chose qu'un enfant aura besoin de réitérer beaucoup d'expériences si, par exemple, on découvre tardivement je sais pas, une astigmatie ou une myopie et qu'en même temps, on découvre assez tardivement que au niveau psychomoteur, c'est pas simple. Une fois qu'il aura accès aux soins, il va falloir qu'il répète certaines expériences pour lui permettre de réintégrer toutes les afférences sensorielles qu'il a pu recevoir ou mal recevoir en tout cas dans son début de vie. Donc à ce niveau-là aussi, il va se développer des fonctions un petit peu plus supérieures comme les systèmes mnésiques, les informations les stockages des informations et évidemment le développement des compétences langagières. Et c'est seulement une fois qu'on a récolté les informations globales sur les deux premiers grandes familles d'informations qu'on peut commencer à interpréter tout ce qui est dit de fonctions supérieures. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui est développement des fonctions exécutives, régulation émotionnelle, mise en place des habiletés sociales, développement de la personnalité, des traits psychoaffectifs. Donc la récolte, elle doit se faire de manière globale et ce sont des informations qu'on récolte d'abord avant de les interpréter. Il n'est pas rare que les interprétations soient faites justement à ce niveau-là, de ce bloc-là, en passant un petit peu outre les interprétations ou les hypothèses diagnostiques qui pourraient être liées aux deux autres blocs que je vous ai présentés à l'instant. Donc, ah non, c'est un peu trop tôt, excusez-moi. Donc, en fait, on va proposer donc aux familles donc une récolte d'informations. Je dis bien aux familles parce que souvent, ce sont les premiers à nous donner des informations très qualitatives, riches en détails. Et c'est de ces informations-là qu'on va récolter qu'on va pouvoir tirer des hypothèses diagnostiques aux différents niveaux du développement de l'enfant. Donc, il faut vraiment que cette récolte soit faite avec tous les acteurs qui interagissent autour de l'enfant. Les professionnels qui interviennent sont évidemment pris à partie avec nous dans cette démarche, mais il n'y a pas toujours de coordination. Et souvent, les parents sont porteurs de cette coordination-là des différents professionnels. Et du coup, nous, quand on intervient dans les situations, souvent, on va épauler les parents ou épauler les professionnels pour essayer de rassembler toutes ces informations qui sont complexes, nombreuses, et pour lesquelles il n'est pas toujours facile de faire des liens entre un trouble moteur et le développement du langage, entre un trouble vestibulaire et le développement des compétences en mathématiques en classe. Et ces liens ne sont pas toujours évidents à mettre en lumière, mais sont importants parce qu'ils permettent une adaptation des projets proposés aux enfants. Donc en fait, on a décidé on va vous proposer donc une illustration de cette démarche que nous avons pu mettre en place auprès de la jeune Sacha. Donc le centre Robert Laplane a été interpellé autour de la situation de Sacha. Hop. Donc du coup, on va vous proposer donc quelques petits éléments sur Sacha. On va commencer à vous raconter un petit peu ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire on va aller dans l'ordre en fait chronologique parce que Sacha on l'a rencontré il y a 4 ans, donc on a eu des informations complémentaires, mais on va essayer de vous faire cheminer comme nous on a cheminé en rencontrant cette jeune fille. Donc dans un premier temps, je vous donne un petit peu d'éléments anamnéstiques, c'est-à-dire ce qu'on a reçu. Ensuite, on va vous laisser regarder une vidéo. Et donc suite à cette vidéo-là, on va vous laisser dans l'espace de discussion, nous donner un petit peu des hypothèses sur ce que vous pensez que Sacha a et comment est-ce qu'elle se présente, ou des petites questions au départ là, sur Sacha. Voilà. Donc, Sacha, je vous la présente rapidement et on en revient à la vidéo. Donc, Sacha est une jeune fille de 8 ans et 10 mois quand les parents de Sacha appellent l'équipe relais du territoire où elle habite. L'équipe relais donc sollicite le centre Robert Laplane pour intervenir auprès de cette situation. Elle est à ce moment-là scolarisée en milieu ordinaire, en CE1. Elle a une AVS depuis la maternelle
Elle a, de manière précoce, eu des soins orthophoniques. Au moment où on la rencontre, il y a des soins ergothérapeutiques en place. Et on arrive dans son histoire juste au moment où les parents introduisent un CEFS. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le CEFS, c'est les CESAD pour enfants sourds, hein, c'est la petite appellation spécifique en surdité. À ce moment-là, donc, il n'y a pas de diagnostic de posé. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que donc les informations, elle est décrite par son entourage comme une enfant inintelligible, qui comprend bien ce qu'on lui dit, qui a des difficultés motrices manuelles importantes, donc pour écrire c'est compliqué, et qui entre quand même dans le langage écrit malgré ses difficultés graphiques, donc d'où l'ergothérapie. Hein, elle commence un travail autour de l'utilisation de l'outil informatique. Les parents, donc dans la situation de Sacha, les parents de Sacha sont porteurs de la coordination des soins autour de leur enfant et donc sont très présents dans son parcours. Et du coup, ils ont fait le choix, voyant les difficultés de développement du langage de leur enfant, de proposer dès le plus jeune âge des signes de la langue des signes à leur enfant. Je dis bien des signes de la langue des signes, le but n'étant pas d'un projet bilingue, hein, mais bien des signes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel au CEFS donc, du département dans lequel ils vivent. Donc là, je vous propose de regarder donc une vidéo où Sacha rencontre son éducatrice du CEFS. Elles ne se connaissent pas depuis longtemps, donc son éducatrice a bien accepté qu'on monte la vidéo, donc c'est un premier échange. Donc suite à cet échange-là, on va vous laisser commenter un petit peu ce que vous avez vu. Voilà, je vous laisse regarder et Alors, je reprends la main juste quelques minutes pour vous indiquer que si vous avez, on va déclencher donc une vidéo et vous pouvez avoir quelques troubles passagers d'Internet. Donc, si c'est le cas, eh bien ça reviendra à la normale assez vite. Oui, aussi si vous mettez la vidéo en grand écran, les troubles disparaîtront. Et en fait, tu m'as pas dit, est-ce que tu es allé au carnaval? Non. Non, tu n'es pas allé? Tu as pas mis le masque de panda? Petit. Petit. Il était trop petit? Oui. Oui. Tu l'as donné à Jeanne? C'était mieux? Oui. D'accord. Est-ce que tu as regardé le carnaval? Non. Non? Ça c'est venu? Dans la rue, Oui. tu n'as pas vu Oui. les personnes qui étaient déguisées Oui. avec des masques? Oui. Tu as vu? Oui. Tu as applaudi? Est-ce Non. qu'ils étaient beaux? Non. Non? C'est Dark Vador, ça? Tu as vu Dark Vador? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu encore? Des clowns? Non. Non. Est-ce que tu as vu des déguisements d'animaux? Non. Non. Des pirates? Oui. Oui, tu as vu des pirates? Et quoi encore? Non. alors, je ne sais pas. Alors, donc là, en fait, vous avez vu une petite vidéo où Sacha et son éducatrice tentent de communiquer. Alors, sur cette petite vidéo, on voit bien que ça, il parle du carnaval. Et donc, cette éducatrice, Julie, est persuadée que Sacha est allé au carnaval. Et Sacha, à un moment donné, elle fait, bon, vas-y, laisse tomber, tu comprends pas ce que je te raconte. Et puis, j'avais pas les moyens de te dire, qu'est-ce que j'ai envie de te raconter. Donc du coup, là, on voit bien que la communication n'est pas fonctionnelle, pas efficace, et donc il y a l'adulte pense à la place de l'enfant et essaie de deviner, mais en fait, elle est un peu à côté de la plaque de ce que Sacha a vécu. Voilà. Parce que au final, en fait, Sacha n'est pas allé au carnaval. En fait. Voilà. Donc je sais pas si je vois pas trop si vous commentez ou pas, mais en tout cas, les parents à ce moment-là, il n'y a pas de diagnostic de posé. On ne sait pas trop ce qu'a leur enfant. Ils sont tiraillés entre plusieurs professionnels qui y vont de leur interprétation. Et d'après vous, quelles sont les premières choses qui ont été proposées aux parents en termes diagnostiques? Alors, on a plusieurs personnes qui sont en train d'écrire. On va juste voilà, laisser passer quelques minutes d'écriture pour laisser aux gens voir. Ah, pas eu la vidéo, c'est dommage. En effet, si vous n'avez pas pu voir la vidéo.
La dysphasie, d'accord. Donc, il y a Caroline qui nous propose un diagnostic de dysphasie. Surdité. Surdité. Mhm. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Malentendant. Ok. Mhm. Hypotonicité linguale. Hypotonicité linguale. Mhm. Mhm. On voit qu'il y a plusieurs qui écrivent, donc on attend un petit peu de voir vos propositions. Et après, on va vous raconter un petit peu ce à quoi les parents ont été confrontés. Donc, trouble de l'attention, trouble lexique, surdité. Elle semble avoir des problèmes visuels et toniques. Donc, on va aller à les professionnels qui font déjà un petit diagnostic fonctionnel en regardant la vidéo, c'est très bien. Déficience intellectuelle, oui, en effet. Trouble moteur ou neuro, dysarthrie. Dyspraxie verbale. Je vois aussi, je reviens un petit peu sur ce que vous proposez. Ah, on se laisse encore 2-3 propositions, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent, et puis on va reprendre le propos. Dysphasie, dyspraxie. On a fait à peu près le tour un petit peu, de ce qui est proposé, mais il y en a une qui n'est pas ressortie, mais bon, on va vous expliquer pourquoi aussi c'est arrivé. Voilà. Donc en fait, donc on va revenir un petit peu à notre propos, puis on reviendra à vos questions à la fin, on pourra recommenter. Donc quand on rencontre Sacha à ce moment-là, et les parents, pour rien de vous cacher, il y a une petite bataille institutionnelle et médicale autour de l'enjeu de l'orientation, parce que, en fait, comme on ne sait pas, il n'y a pas d'étiquette sur Sacha précise, on n'a pas de réponse. Alors, donc tout ce que vous proposez, on voit bien, je pense qu'en fonction de vos métiers, vous avez un filtre de couleur, j'appelle ça mettre un petit peu l'arc-en-ciel sur ses lunettes, qui vous permet de cibler. Et rien qu'avec vos propositions, on voit bien qu'en regardant une vidéo, on regarde pas au même endroit en même temps, et on propose une hypothèse diagnostique. Donc en fait, les parents, ils ont été confrontés à tous ces diagnostics-là. Donc dysphasie, troubles du spectre autistique, déficience intellectuelle, dyspraxie. Et donc, ils étaient là, en train de... Alors, il y a quelqu'un qui propose aussi la compréhension, mais ils ne savaient pas trop. Ils ne savaient pas trop ce qu'avait leur fille. Bon, ils n'étaient pas spécialement inquiets sur la mise en place d'un diagnostic. Eux, ce qui les intéressait, c'était plutôt qu'on réponde aux besoins de leur enfant, et donc qu'on puisse flécher vers des professionnels les plus à même de répondre aux besoins de leur enfant. Et donc, on a commencé avec eux une petite récolte d'informations. Et donc, c'est celle que vous êtes en train de commencer là, en nous répondant par le chat. C'est-à-dire qu'on a interrogé aussi la pluridisciplinarité qu'il y a autour de Sacha. Et c'est vrai que les questions autour du langage, en fait, au final, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Parce que beaucoup de professionnels, et y compris la famille qui s'occupait de Sacha, n'avaient pas pris en compte certaines données et n'avaient pas centralisé les infos. Donc, en fait, au final, quand on rencontre Sacha et on lui propose quelques premiers échanges avec elle, on se rend compte, en fait, que, en fait, elle ne comprend pas tout. Alors, Véronique l'a vu aussi, hein. Véronique, tu peux commenter en même temps que moi, hein, mais c'est un peu la première chose qui nous a sauté un petit peu aux yeux et aux oreilles, c'est que elle faisait illusion massive sur ses capacités de compréhension. En plus de ça, on se rend bien compte, et vous l'avez bien dit, il y a un trouble que je vais étiqueter neuropractomoteur global, parce que là, à ce moment-là, on n'a pas d'informations plus précises sur ce qu'il y a comme difficulté. Alors, effectivement, on voit bien que ces mains ne fonctionnent pas bien, on voit bien qu'il y a un trouble au niveau phonatoire, on voit bien qu'il y a des difficultés de gestion de son corps dans l'espace, de gestion de sa motricité. Tout ça n'est pas fiable, stable. Après, je l'ai observé, moi, en classe, et au moment d'exercice dans sa classe d'intégration avec vidéoprojecteur et ce genre de choses, on voit bien qu'elle est perdue dans l'espace, qu'elle a
possiblement des troubles de l'entrée visuelle, des troubles neurovisuels. Bon, on ne peut pas creuser plus que ça. Et au niveau exécutif, bon, bah, je vois bien qu'il y a à ce moment-là des grosses difficultés de gestion de la frustration, des comportements des filles assez importants. Sacha fait des crises à l'école. On nous décrit beaucoup de crises. Et ce qui gêne le plus sa scolarité. Des crises qu'il n'y a pas à la maison, mais des grosses crises à l'école. Et donc, on a proposé aux parents un début d'explication. Donc, c'est vrai que la famille, au départ, quand on a commencé à dire oui, enfin bon, on va pas mettre le langage en premier lieu et on va d'abord aller vérifier ces outils. Donc, les parents sont très partants, très, très porteurs. Donc, il y a beaucoup de soins qui ont été mis en plus, enfin, de soins, pas de soins, d'examens qui ont été mis en plus. Et on va y revenir après. Donc, nous, notre accompagnement, il a été, dans un premier temps, de faire se poser des questions aux parents, aux professionnels, avant même de poser un diagnostic. Parce que l'intérêt n'était pas tant d'avoir le diagnostic immédiatement pour Sacha, parce que la prise en charge qui lui était proposée était plutôt adaptée, mais d'essayer de l'améliorer et d'accompagner justement cette communication. Donc on a débuté dans ce qu'on appelle la démarche de communication auprès des professionnels et de Sacha, et proposer aux professionnels des savoir-faire un petit peu différents, et on a proposé à son éducatrice d'essayer de faire un peu différemment dès qu'elle voulait communiquer avec Sacha. Donc là, on va vous montrer deux vidéos. Une vidéo intermédiaire au bout de quelques temps entre Sacha et son éducatrice, une autre conversation. Et la troisième vidéo, c'est au bout de quelques mois, et puis où Julie s'est un petit peu emparée de cette logique de se dire, bon ben voilà, la communication est entravée, mais pour d'autres raisons que le langage uniquement, et donc je vais utiliser d'autres façons de faire. Donc on vous laisse regarder la deuxième vidéo. Alors, qu'est-ce que tu as reçu, Sacha? Les mignons. Les mignons. Oh, qu'est-ce que c'est? Je suis Qu'est-ce que c'est? carré. C'est l'adresse? C'est Une adresse? C'est là où tu habites, là où c'est sa maison. Rennes. Ok. Rennes. Kéristin. Kéristin. Et là, tu as la ville. Et ça, c'est chez qui? Aura. C'est qui habite là? Aura. Aura. Laura. Mais ça, c'est quoi? Miou. Mais pourquoi elle t'a donné ça, Laura? Sarah, c'est ça. C'est quoi? C'est son Sarah. anniversaire. C'est son anniversaire. Regarde, c'est écrit là, c'est une Et oui, tu es invité, c'est une invitation. fait énorme Sarah. Tu vas aller faire la fête? Fille. C'est oui. quoi ça? C'est un thé. C'est un thé. Qui est Tel, c'est quoi? Tel. Regarde, ouais, il y a des Oh, numéros. 9, 8, 9, Oh, pourquoi il y a ça? moi. C'est pour quoi faire ces numéros-là? C'est pour? Oui, c'est pour téléphoner. Et tu vas apporter quoi? Un cadeau. Et qu'est-ce qu'elle aime, Laura? Qu'est-ce que tu vas acheter comme cadeau? Un carrosse? Non. Morse. Pas mon morse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un morse. Non. Poupée. Une poupée? Oh, poupée. Une poupée? Un gâteau? Oui. Un gâteau pour la poupée? Non. Un beau chaos. Elle a un chapeau Chaos. en gâteau? Ah, je crois que je vois ce que c'est. C'est des petites filles avec un chapeau gâteau? Oui. C'est ça? Oui. Charlotte aux fraises? Oui, c'est ça. Donc là, on voit déjà une communication un tout petit peu plus fonctionnelle. Donc c'est vrai qu'il fallait deviner que c'était Charlotte aux fraises. C'est vrai que c'est pas évident, mais en tout cas Sacha est un peu plus engagée. Elle est un peu plus assurée aussi que Julie va comprendre ce qu'elle va dire, et donc elle permet de se rapprocher un petit peu plus de la réalité de Sacha en tout cas. Voilà. Donc je vous propose de regarder la troisième vidéo, puis on s'en recose aussi. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire.
9. 9 bougies. 9 bougies sur le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, tu as... 9 ans. Oui, tu as 9 ans aujourd'hui. Oh, ça c'est chouette. Tu vas faire la fête? Non. Non. Tu vas préparer un gâteau? Oui. Tu as apporté aujourd'hui à l'école? Oui. À Oh, l'école, ah, oh, ah. à l'école, tu as apporté un gâteau Gâteau, ah. au chocolat Pomme. et aux pommes aussi. Ah, il y a 2 gâteaux. Un gâteau au chocolat et un Pomme. avec des pommes. Comme ça? Oui. Est-ce que c'est toi qui l'as préparé? Non, C'est toi? Juju. C'est Juju. C'est comme ça, Juju? Avec ses couettes? Non. Ça, c'est Lou. C'est Lou, ça, je me trompe. Anne. C'est Jeanne? Non. Tiens, tu me dessines? Comment on fait Lou? Elle est là, Lou. Regarde. Et ça? Oui, c'est les cheveux longs. C'est des cheveux plus longs pour Lou. Comme ça. Comme ça? Avec Oui. des cheveux comme ça? Alors, c'est Lou qui a préparé le gâteau? Juju. Oh, je me trompe. Juju. Juliette, c'est comme ça. Avec son chignon de danseuse. Donc, c'est Juliette. Juliette qui a préparé lequel? Le gâteau aux pommes ou le gâteau au Pommes. chocolat? Les pommes. Et qui a fait le gâteau au chocolat? C'est Sacha. Très bien. Tiens, assieds-toi, Sacha. Sacha, bah oui, je sais faire Sacha. Hop, hop, tac, tac. Et les moustaches. Si on récapitule, c'est toi qui as fait le chocolat. Christelle, c'est maman, Christelle. Elle a fait aussi le gâteau? Ah, toutes les deux. Maman et toi. Alors, maman, je lui fais ses lunettes. Maman et Sacha, toutes les deux ensemble pour faire le gâteau au chocolat. Les cheveux, Non, pas ça. comme ça. Hmm. Et ta sœur, elle a fait toute seule le gâteau aux pommes? Oui. Ouais, elle a fait toute seule. Super. Donc là, vous pouvez voir, on est dans un crescendo, en tout cas, d'échange un peu plus fluide, hein, où il y a une sorte au-delà de la rencontre et de l'habitude entre Sacha et son éducatrice, il y a aussi une meilleure assurance de Sacha. Elle utilise un peu Julie comme outil aussi pour dire vas-y, fais à ma place, dessine. Elle lui propose à un moment donné, elle lui tend le crayon, vas-y, dessine, mais on voit bien que Sacha, le dessin, c'est pas son truc, c'est trop difficile, mais elle va guider l'adulte, elle va utiliser. Donc en fait, là, on n'est pas dans une priorité de se poser une étiquette pour Sacha, mais par contre, ces étiquettes diagnostiques sont importantes à aller chercher justement pour essayer d'accompagner la famille dans cette bataille un petit peu dans le parcours. Donc comme on l'a dit, ce qui avait été sous-estimé, donc l'hypothèse de dysphasie émise au départ, bah oui, mais mixte en tout cas, parce que c'était pas qu'un trouble langagier expressif, il était bien aussi réceptif. Et l'utilisation de supports visuels permanents, là on le voit bien à mesure, que ce soit d'abord la petite invitation, c'est-à-dire il y a quelque chose entre toi et moi. Et dans la troisième vidéo, il y a du dessin, il y a des photos, il y a des idéopictogrammes, et il y a aussi des signes de la langue des signes qui sont utilisés. À la fois, on voit bien que Sacha, pour l'expression, au niveau bucco-phonatoire, elle est gênée, mais au niveau praxique et motricité fine, elle est aussi vachement gênée. Donc en fait, c'est pas tant son outil à elle de l'utiliser, mais en réception, ça va appuyer sa compréhension. Et donc, la mise en place du travail ergothérapeutique va être important pour justement lui permettre d'avoir un outil d'expression en tout cas. Ce qui a été important dans cette démarche et des 3 niveaux de cette démarche auprès de la famille, c'est que le diagnostic au départ est flou. Donc je vois un petit peu dans vos commentaires, est-ce qu'on a écarté le diagnostic TSA? Au final, le diagnostic TSA, je peux y répondre tout de suite, oui, on l'a écarté. On l'a écarté à un moment donné parce qu'il avait été fait, alors la famille était assez en colère à ce moment-là, il avait été fait un peu à la va-vite avec un professionnel qui avait rencontré Sacha un petit quart d'heure et qui
disait TSA, pourquoi? Parce que Sacha, quand on la rencontre au départ, elle ne nous regarde pas. Elle ne communique pas avec nous directement et elle va regarder son AVS ou sa maman. Elle va triangulariser la communication, mais pas du tout parce qu'elle a des traits du spectre autistique, mais parce qu'elle va vers son traducteur, en fait, la personne qui la comprend et la personne qui pourra répéter. Donc en fait, le diagnostic de TSA a été largement écarté par tous les professionnels. On n'a pas fait repasser Sacha par la case CRA, enfin, case par laquelle elle n'était pas passée à la base, justement, mais ça a été écarté. Et puis, la récolte d'informations autour a permis à tous les professionnels de se mettre assez d'accord sur le fait qu'on écartait ce diagnostic. Mais bon, le diagnostic reste flou. Enfin, on n'a pas une étiquette. Bon, là, on peut pas parler d'une dysphasie isolée, simple, expressive, réceptive, même si elle est mixte, parce que Sacha a beaucoup d'autres difficultés. Donc, c'est là où on est intervenu auprès des instances. Et avec l'aide de l'équipe relais, on a pu demander à la MDPH des notions, une mise en place d'une double notification. Parce que donc la démarche diagnostique des compétences de Sacha n'était pas terminée. Et donc là, a pu rentrer dans la danse, si je peux m'exprimer comme ça, un CESAD spécialisé dans les troubles moteurs, qui ont pu proposer des examens complémentaires à Sacha, mettre en place pendant un certain temps des soins kinés, et surtout apporter beaucoup de conseils aussi au milieu scolaire ordinaire sur les adaptations de poste de travail de Sacha. Et donc là, en fait, dans le parcours de Sacha, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est allés plusieurs fois à l'école avec Véronique et dans la famille, au sein de la famille, à la maison. C'est vrai que Sacha a eu un petit peu de chance, entre guillemets, d'arriver pour son maintien en milieu ordinaire dans une toute petite école bienveillante où beaucoup de choses ont été mises en place pour l'aider à grandir. Et ça lui a permis justement de rester en milieu ordinaire. Par contre, la bataille n'est pas terminée. La bataille des adaptations. La bataille diagnostique, donc nous, au Centre Robert Laplane, on l'a clôturée, entre guillemets, en parlant de troubles complexes de langage, de savoir une dysphasie associée à des troubles neuropractomoteurs, des troubles visuels, et du fait qui découlent des troubles parfois du comportement chez Sacha, mais qui se sont avérés être des comportements défis, parce qu'à partir du moment où les compétences communicationnelles Sacha sont développées, ces comportements défis ont quasiment disparu. Et donc la bataille diagnostique, elle est plus ou moins terminée. Par contre, on n'a pas terminé cette bataille de parcours de vie. Donc on continue à accompagner l'équipe et la famille autour de la réflexion des outils de communication à proposer à Sacha. Là aujourd'hui, c'est vrai que c'est 4 ans plus tard, donc nous on a des nouvelles de Sacha, mais on vous en parlera dans un autre webinaire de qui est devenu Sacha aujourd'hui. Mais l'organisation des soins n'a pas été aisée justement d'aller chercher les professionnels qui acceptaient d'intervenir autour d'une situation comme celle de Sacha et les possibilités d'accueil. Donc le milieu ordinaire, mais c'était pas qu'un choix de la part des parents. Le milieu ordinaire, c'est qu'il n'y avait pas autre chose, en fait, là où elle habitait, concrètement. Et dans son développement, dans l'avenir, Sacha, elle a chance aussi d'avoir des parents qui anticipent, qui utilisent un peu le système, qui vont le faire bouger. Et du coup, les parents, là, ont actuellement gagné une petite bataille sur, après, qu'est-ce qui va arriver à Sacha. Donc, on vous en reparlera avec Sacha, peut-être. On va peut-être essayer de faire venir Sacha à raconter son histoire. Donc voilà, j'espère que l'histoire de Sacha, oui. Oui, je voulais juste intervenir sur les modalités justement qui ont été proposées à Sacha. C'est-à-dire qu'on peut se dire, elle a des troubles neurovisuels, on lui propose des supports visuels, puisque là on voit bien qu'il y a eu un appui sur les supports visuels en mouvement, puisqu'il y a quelques signes, et je vois qu'il y a une réaction d'une personne qui dit elle semble pas intéressée par les signes, et plus sur la volonté de communiquer verbalement. Mais les interventions avec ce genre d'enfants présentant ces difficultés, on se rend compte qu'on peut, il faut être dans du multimodal, bien entendu, et quelquefois des enfants même en difficulté sur le plan neurovisuel
peuvent avoir besoin de supports visuels qui peuvent être en mouvement, des supports visuels qui peuvent être fixes, stables. Donc, on est expérimenté dans dans tous les domaines. On n'a pas de réponse adaptée fixe, mais on a vraiment cette volonté d'aller chercher tout ce qui pourrait renforcer. C'est-à-dire qu'un enfant peut très bien avoir une entrée par des supports visuels, même là par quelques signes aussi, soutenant l'oral. Et c'est vraiment tout ce système, tout ce qu'on a pu reprendre, évoquer au début, tout ce système qui va permettre au mécanisme cérébral d'être dans l'association, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment avoir des entrées comme ça avec des supports visuels qui vont lui permettre elle, peut-être de mettre en place quelque chose sur le plan de sa production orale. Donc l'entrée, mettons avec des signes, n'est pas forcément une sortie avec des signes. Ça, c'était un petit peu juste en réponse à cette On réaction. va laisser Lotus nous rejoindre, Véronique. Donc, justement, là, on voit qu'il y a pas mal de oui. commentaires et on va essayer de rebondir sur chacun des commentaires que vous avez écrits, mais on peut pas tous les découvrir en même temps. Lotus, tu peux peut-être nous rejoindre parce que comme j'ai pas suivi tout le fil de la conversation, je sais pas si tu as noté des choses particulières au décours de nos interventions. Moi, juste avant, je voulais rajouter encore quand même quelque chose, c'est il faut vraiment des modalités très très particulières pour intervenir auprès de ces enfants, des modalités inhérentes à ces enfants et tous ces supports qu'on va utiliser, ils doivent être vraiment dans une dynamique de communication et partir du vécu de l'enfant. Voilà, c'est la dernière chose là que je voudrais rajouter sur ce point. Parce qu'il y a d'autres petits commentaires, je pense que tu auras plein de trucs à raconter. Mais Lotus, je te laisse, j'ai pas eu le temps de tout lire. Il n'y a pas eu de questions durant votre webinaire qui concernaient, c'était des questions plutôt au niveau du réglage des sons, etc. Donc, je pense que c'était assez clair. Alors, mais là, donc, il y avait une question que vous avez peut-être pas vue. Alors, de Catherine qui disait quelle crise fait-elle en classe? Et puis, alors là, il y a vous êtes en train, on va essayer de répondre au fur et à mesure à vos questions. Donc, en fait, j'ai vu les crises, j'ai vu la question des crises en classe. Au tout départ, quand on l'a rencontré, les crises, c'était notamment à la piscine, par exemple, où on doit appeler la maman parce que Sacha ne veut pas sortir de la cabine d'essayage, elle hurle, la maîtresse ne sait plus quoi faire, doit appeler la mère. Des essais d'alerte incendie où Sacha se retrouve agrippé à sa table, sous sa table, en refusant de sortir de l'école et en tapant son AVS, en refusant à tout prix de sortir. Donc ça, c'est quand on a commencé à accompagner Sacha, c'était assez, on sentait ça assez traumatique. Hein. Ils en reparlaient même à distance, hein, Véronique, de ces moments-là où la maîtresse était là, mais je fais quoi? Ça aurait été une toute petite de 2 ans, bah je sais quoi faire, mais là, elle a 8, je ne sais pas quoi faire. Donc, ils étaient vraiment démunis face à ça. Et c'est vrai que ces crises-là ont complètement disparu à un moment donné, dès lors qu'on a expliqué à Sacha et dès lors qu'elle a pu dire aussi son inconfort. Donc là, le langage est hyper important et c'est dès lors que les gens ont commencé à comprendre que Sacha ne comprenait pas le langage oral et encore moins en situation émotionnelle, les choses ont commencé à aller un petit peu mieux pour Sacha. Donc je vois aussi dans les questions, il y a un des commentaires elle n'a pas l'air de s'intéresser aux signes. Donc là, Véronique a partiellement répondu à l'instant hein, de son intérêt. Oui, elle s'y intéresse pas plus que ça, mais au final, elle prend beaucoup. À la maison, il faut dire que c'est une modalité très utilisée par la famille, encore plus et accentuée après notre intervention par rapport à la prise de conscience des troubles en réception. Et au final, à la maison, elle prend. Hein. Dans le projet linguistique de Sacha, c'est plus en réception qu'on va utiliser les signes qu'en expression au final. Alors, j'essaie de lire à mesure un peu vos questions. Mais si tu veux, je peux te les relayer, comme ça sera plus simple. Il y a une question sur l'évaluation neuropsychologique. Alors, quelle évaluation neuropsychologique avez-vous pratiquée auprès de Sacha? Alors, ça, c'est une bonne question. J'ai bien précisé au départ qu'on était, c'est mon métier d'origine, mais au centre Robert Laplane, on n'est pas là pour venir faire des examens neuropsychologiques. C'est pas le but de nos missions. Par contre, dans son entourage professionnel, il n'y a pas de neuropsychologue. Donc, ça aurait été bien qu'elle soit fléchée vers une évaluation neuropsychologique plus ciblée.
Mais on n'a absolument pas le temps, Sacha habite assez loin, dans une journée où on passe 1 heure ou 2 dans la classe avec les enfants, de proposer des évaluations neuropsychologiques. Donc c'est pour ça que je vous parlais au début de mon propos de l'intérêt de la récolte qualitative d'informations. Alors on demande évidemment quand on peut avoir des bilans, mais c'est pas une obligation pour avancer dans cette démarche hypothético-déductive d'avoir des bilans quantitatifs normés. Voilà. Et donc, on demande aussi s'il y a eu des évaluations complémentaires, si elle a bénéficié d'un IRM cérébral pour comprendre un peu plus. Alors, à la naissance, oui. Alors, j'ai pas donné Ouais. tous les détails non plus hein, de l'anamnèse de Sacha, mais à la naissance, il y a des examens médicaux qui ont été faits et il n'y a rien qui a été trouvé. Voilà. Alors, les parents sont toujours à essayer de trouver l'étiologie. Donc là, c'est la question de l'étiologie. Je n'ai pas abordé ce sujet-là là, dans le propos, mais on est à un niveau symptomatologique avec des troubles. On essaie de poser des diagnostics fonctionnels. C'est pour ça qu'on dit bien fonctionnel, fonction par fonction. Mais le diagnostic médical étiologique qui est tout en haut, on ne l'a pas. Malheureusement, la science ne peut pas répondre à toutes les questions. Les médecins n'ont pas une explication de pourquoi Sacha est comme ça. Sacha a 3 autres sœurs qui n'ont rien. Et pourquoi Sacha est comme ça? Il y a eu des recherches génétiques aussi qui ont été faites, mais qui reviennent sans réponse pour le moment en tout cas. Il y a aussi une question sur les outils donc utilisés. Donc, il y a une question de Hersant sur qui demande si vous avez utilisé si vous avez proposé pardon des supports de CAA plus robustes, et une question de Fatia Achouri qui demande si Sacha pardon a eu des pictogrammes à utiliser quotidiennement en plus de ces séances, et si oui, comment elle les a appréhendés. Alors, au niveau des outils, oui, effectivement, nous avons apporté des outils informatiques, hein, effectivement. Alors, ce qui a été beaucoup plus compliqué, enfin, qui ont été compliqués à mettre en place dans la mesure où la famille était partante, bien entendu, mais il fallait mobiliser les professionnels pour utiliser ces outils. Ce qui était quand même plus compliqué, c'est-à-dire que Sacha avait de l'orthophonie. On aurait pu s'appuyer sur l'orthophoniste qui était partante, mais ne pouvait pas attribuer suffisamment de temps à Sacha pour être vraiment dans une dynamique pour mettre en place ces outils. Donc ça a été un petit peu une sorte d'errance là aussi. Et puis Sacha est rentrée dans l'écrit, dans le geste graphique, et elle avait un réel plaisir à écrire. Donc effectivement, on peut imaginer que dans son évolution, il faudra qu'elle utilise ces outils, ne serait-ce qu'au niveau au niveau de sa fluidité, de la rapidité. Mais pour le moment, Sacha est plus investie dans vouloir écrire avec ces outils, de vouloir passer par ce biais-là. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point Sacha, pour le moment, a conscience elle a vraiment conscience de son inintelligibilité, mais jusqu'à quel point elle a conscience qu'avec des outils, elle serait beaucoup plus intelligible. Donc, on en est là, hein, pour le moment encore avec elle. Et c'est vrai qu'on n'a pas Donc, il y a précisé aussi, tout, oui, parce que j'ai lu, pendant que Véronique parlait, j'ai lu aussi certaines des questions sur l'utilisation des signes. Macathon, en fait, qui est en lien un peu avec les idéopictogrammes, les signes, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on propose. Donc là, c'est vrai que le CEFS qui intervient est une structure spécialisée en surdité qui connaît bien la langue des signes, donc c'est pas via le Macathon qu'on va introduire des signes de la langue des signes. Mais oui, via le Macathon, pourquoi pas. Alors après, au centre Robert Laplane, on dit soyez très vigilants de ne pas appliquer une méthode avec un apprentissage arbitraire de signes les uns après les autres, mais plutôt de vraiment partir du vécu de l'enfant et du vocabulaire dans le ici et le maintenant, ce qu'il a besoin dans la communication à la maison, ce qu'il a besoin dans la communication à l'école, plus que sur un apprentissage systématique. Parce que Sacha ne s'intéresse pas en réception plus, elle en a besoin, mais en expression, elle est en difficulté pour les faire. Donc, c'est pas toujours simple. Donc, il y a aussi une question sur... ouais, vas-y, après, il y a Sophie. plusieurs questions sur. Vas-y. Si. Il y a des questions sur, alors les outils, c'était des outils via l'ordinateur qui étaient utilisés, et d'autres sur les temps scolaires pour savoir
comment se dérouler via les troubles de la compréhension qui sont difficiles à faire comprendre et à certains parents ou aux enseignants. Et du coup, si les temps scolaires qui passent vraiment par le verbal, et s'il y a des moyens pour faire passer ces infos, des supports, euh, et aussi comment la communication de Sacha s'est développée dans le langage écrit et dans le langage oral, par exemple. Bon, là, ça fait beaucoup de sujets en même temps. On va essayer Il y a beaucoup de ouais, ça questions. fait beaucoup de questions en même temps. Il y Là. a Donc, beaucoup de tu fais pas questions. réguler, Donc, ça fait en même temps. Je pense qu'il y a ouais. peut-être une des questions là sur comment on fait comprendre qu'un enfant ne comprend pas, en fait. Je trouve que c'est une question, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, en effet. Hein. Là, dans la situation de Sacha, en fait, ne serait-ce que de poser la question et de dire attention de la compréhension en contexte. Parce qu'en classe, en fait, au final, ça marche bien pour Sacha. Hein. C'est une bonne élève qui rentre dans le langage écrit qui a envie de faire, qui est très sage, qui est très bosseuse. Enfin, voilà, elle a son AVS qui est là, mais elle travaille et elle a fait que progresser depuis qu'on la connaît. Mais pour les parents, là, ça a été un déclic. Ah, notre enfant comprend pas au final. Elle a un niveau de compréhension lexical ou syntaxique qui avait été évalué par son orthophoniste très bas. Et nous, ce qu'on a conseillé aux parents, malheureusement, c'est un peu de piéger les enfants, en fait. De faire ça un petit peu, tourner un jeu, essayer de dire un mot pour un autre, et vous allez voir qu'au final, c'est pas ce que vous avez dit qu'il a compris, mais c'est parce qu'il est intelligent qu'il devine via plein d'indices ce que vous lui demandez. Donc souvent on propose aux enseignantes de dire va me chercher le plumeau au tableau, et puis les enfants ils vont chercher le stylo, ils vont répondre, et ils se rendent compte là alors que ouais, c'est pas ce qui est dit, mais plutôt le contexte que l'enfant a compris. Donc c'est pas toujours simple. En effet, on peut arriver avec des épreuves quantitatives normées d'orthophonistes et dire il comprend ça, mais des fois c'est pas incarné. Alors c'est pour ça qu'on dit aux parents essayez de piéger. On dit aux enseignants essayez de changer un petit peu. Et une fois que cette prise de conscience là est faite, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est vachement gagné. C'est-à-dire que, en effet, il y a un débit de parole, comme vous l'avez décrit, qui va être diminué. On va on diminue un peu la complexité de la syntaxe et on va essayer de s'adapter au niveau de compréhension des jeunes qu'on a face à nous. Et dans cette question-là, alors je ne sais pas si on répond précisément à la question de Virginie, par exemple, mais il y a vraiment des moyens, des manières particulières aussi des supports à utiliser. C'est-à-dire qu'on peut avoir des supports où on dessine ce qui est en train de se passer, où on est en train de représenter ce dont on parle, et là, on est vraiment on est bien en train de parler de ça. Et c'est là où aussi, quelquefois, l'enfant n'a pas conscience qu'on parle pas de la même chose, et du coup on est en train de s'accorder sur ce qu'on est en train de raconter, et donc ces dessins, ces supports qui après vont être déroulés de manière linguistique avec des pictogrammes, bon après utiliser différentes façons en fonction de chaque enfant bien entendu, donc c'est vraiment cette dynamique là. Alors effectivement c'était pas l'objectif du webinaire d'aujourd'hui de parler de ces outils, et puis on pourra en parler des heures nous donc mais Ouais. voilà, on est vraiment dans cet accompagnement des difficultés de compréhension, d'expliciter à l'entourage, mais aussi d'expliciter à l'enfant ce qui passe peut-être pas très très bien, qu'on se comprend pas bien, mais on va avoir un outil commun qui va nous permettre peut-être de se comprendre. Donc voilà, il y a vraiment, on est tout le temps en train on est vraiment dans de la créativité à chaque fois. On est tout le temps en train de partir de l'enfant, de ce qu'il nous apporte, de la situation vécue, de rebondir sur ça, de façon à ce que ce soit pas quelque chose d'artificiel. On est vraiment on partage ce moment, on est en train d'en faire quelque chose, et on va voir ce qu'on comprend tous les deux et comment on peut le raconter. Donc c'est vraiment cette Qui rejoint dynamique-là. Qui rejoint aussi la question de Fatia, en fait, ce que dit Véronique là, c'est aussi dans la canalisation de la colère d'un enfant qui ne parle pas. Justement, il parle, mais pas avec des mots et à l'oral, et il a quelque chose à dire, et donc on va proposer donc de poser en fait son intention de dire quelque chose sur autre chose que des mots. Et c'est ça l'enjeu. Donc évidemment, comme l'a dit Véronique, c'est l'enjeu, mais ce n'est pas le propos de ce webinaire aujourd'hui. C'était le repérage et non pas l'accompagnement, désolé. Ça pourrait être l'objet d'un deuxième webinaire où on approfondirait un peu ce qu'on fait avec les jeunes.
On n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on va devoir, je pense, conclure. Je pense que c'est ce que Charlène est en train de oui, nous écrire, c'est ça. Voilà, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Sachez que donc Sacha continue de grandir et qu'on va continuer à accompagner sa situation, parce qu'au Centre Robert Laplane, on accompagne les situations, peu importe où sont les jeunes, peu importe leur âge. Donc Sacha rentre dans la préadolescence et on pourra vous en donner des nouvelles plus tard. Voilà. Alors, le micro de Charlène n'est pas branché. Alors, On n'entend pas Charlène. Charlène essaie de régler son problème de micro Tu peux passer dans mon bureau si tu pour le veux. mot de la fin. Ouais. Ouais, elle arrive dans un autre bureau. Allez, elle arrive. Ok, je me attends. Là, Véronique, C'est on va ça, dans les c'est temps ça. voilà. Oui, bien, ça arrive même à l'assistance technique de ne plus avoir de casque Par contre, le micro, là. qui fonctionne. Non, c'est tout simplement on va conclure parce que du coup, effectivement, le temps passe. On vous a laissé un petit mot au titre du collectif dans la zone de conversation qui vous remercie tous. En fait, de la participation que vous avez pu avoir. On remercie aussi le Centre Robert Laplane. Et ses intervenantes, Audrey Constant, Véronique Leral et Lotus Eman. Et puis, c'est ce que je vous mettais. On revient, les acteurs qui vous proposent ce webinaire aujourd'hui reviennent très rapidement vers vous. Donc, il s'agit du CRA, du CREPSI, de la plateforme maladie et handicap de la région Pays de la Loire, qui ont été ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire aujourd'hui et qui reviennent très vite vers vous pour de nouvelles actions autour de cette communauté situation complexe de handicap. Et puis aussi pour vous fournir le replay, voire même une note ultérieure autour de toutes vos questions. Donc on va vous quitter là-dessus. Si jamais il y a quelques personnes, 5, 6 personnes, pas plus, qui souhaitent dire un petit bonjour aux intervenantes ou vraiment qui ont une petite question à vous poser, je peux conserver quelques personnes dans un petit salon privé et rallumer le microphone. Si personne ne souhaite rester parce que vous êtes attendus, eh bien, je vous souhaite à tous une très belle fin d'après-midi et encore merci pour votre participation. Il y avait 122 personnes aujourd'hui, il y a eu 2-3 personnes seulement, mais c'est déjà trop, qui ont eu un petit souci technique, on s'en excuse, mais cela vient sans doute, on en est désolé, de votre matériel au domicile. Mais voilà, eh bien, bonne fin d'après-midi à vous, au revoir. Au revoir. Ok.